Donc, Jean-Philippe Baguet, qui va nous faire le point sur le bilan cardiologique chez le patient claudiquant. Merci. Merci Gilles. J'attends que la température baisse un petit peu dans la salle. Donc effectivement, lorsqu'on a un patient qui est porteur d'une AOMI avec une claudication intermittente où qu'elle soit, on doit l'adresser au spécialiste. Et le spécialiste de l'AOMI, c'est le vasculaire dans un premier temps, c'est l'angiologue. Donc c'est vrai que je vous conseille vivement, médecin généraliste, pour ceux qui sont médecins généralistes, de l'envoyer à un médecin vasculaire et non pas à un radiologue. Certains radiologues sont tout à fait compétents, comme tous les radiologues, mais c'est vrai qu'ils sont plus sur l'imagerie pure, l'échographie, tout ce qui est fonctionnel. Je ne parle pas de l'IPS. Tout ce qui est fonctionnel, c'est pas trop le problème. Donc c'est un métier et c'est le médecin vasculaire qui doit voir les patients vasculaires dans un premier temps, à mon sens. Alors le bilan cardiologique du patient claudiquant, la claudication intermittente de l'AOMI, c'est essentiellement le fait de l'athérosclérose. Karine Verhappen a bien rappelé les différentes causes qui peuvent être associées, mais c'est essentiellement l'athérosclérose. Et l'athérosclérose, c'est une maladie généralisée, presque. C'est vrai que classiquement, on dit qu'il n'y en a pas au-delà de la sous-clavière, sauf cas particulier, mais c'est quand même une maladie généralisée. Il faut donc chercher, donc ça c'est important aussi dans le DPC, est-ce que vous avez bien cherché tous les facteurs de risque cardiovasculaire? Alors, on en a cité certains dans le DPC, il y en a d'autres, tous n'ont pas le même poids. C'est vrai que si vous voyez ce jeune homme en bas à droite, bon, il est un peu petit, surtout pour ceux qui sont au fond de la salle, il a peut-être plus de risques d'avoir une AOMI que la jeune fille de 18 ans qui ne fume pas. Comme l'a rappelé Karine tout à l'heure, selon les territoires, le poids des facteurs de risque n'est pas le même. Et diabète, tabagisme, on ne s'est pas concerté, donc a priori c'est juste. Diabète et tabagisme pour les membres inférieurs. Pour les coronaires, tous bien sûr, mais cholestérol, diabète, tabac. Et puis au niveau des TSA, les 4 grands facteurs de risque, avec aussi le poids particulier de l'hypertension pour tout ce qui est maladie cérébrovasculaire, que ce soit avec le risque d'hémorragie ou le risque lié à la fibrillation atriale. Alors là, c'est une diapositive particulièrement importante qui résume un peu la prise en charge cardiologique ou vasculaire. C'est que par exemple à gauche, le sujet coronarien, je ne sais pas si j'ai une flèche là-dessus, si. Ah, ça a changé depuis l'autre jour. Alors, c'est que le sujet coronarien, qui est ici à gauche, a entre 5 et 9% de risque d'avoir une sténose carotidienne significative, a, si on prend l'IPS à moins de 90, entre 7 et 16% de risque d'avoir une AOMI, et pour la sténose artérielle rénale, un risque important. Alors, si on regarde le sujet athéromateux, vous voyez, il a dans cette recommandation qui est très importante, puisque ce sont les dernières recommandations sur la prise en charge de la pathologie artérielle périphérique. On a un risque de coronaropathie de 25 à 70%, un risque de sténose carotidienne de 14 à 19%, d'où l'intérêt de référer le claudiquant au cardiologue et l'intérêt du médecin vasculaire de faire le bilan complet, en particulier au niveau des TSA. À mon sens, regarder les artères rénales, oui, mais systématiquement passer du temps dessus si le sujet n'a pas de raison particulière. Je pense qu'il faut mieux garder du temps au médecin vasculaire. Alors, les recommandations, ça fait un peu listing, mais le but c'est de discuter les choses. Je ne vais pas réinventer, ça a été très bien écrit à la fois dans les recommandations de 2017 de la Société européenne de cardiologie et à la fois en 2014 avec les recommandations mixtes anesthésistes et cardiologues. Donc là, ici, je vous ai retenu quelques données. Par exemple, le sujet coronarien, donc là, on part dans l'autre sens. Le sujet est coronarien. Eh bien, on doit rechercher une AOMI, en particulier par l'IPS. Vous voyez, donc ça, c'est intéressant, pour stratifier le risque. Donc, absolument obtenir tous les facteurs de risque de nos patients vasculaires et puis aussi avoir des marqueurs de risque de coronaropathie, mais aussi de lésions sur les autres territoires. Alors, un sujet qui a une artériopathie des membres inférieurs, qui doit bénéficier d'une chirurgie,
désolé, elles sont en anglais, mais ce n'est pas très compliqué, surtout que je vais parler en français, eh bien la probabilité d'avoir une coronaropathie associée, c'est 50%. Deuxièmement, lorsque l'on prend en charge ces patients-là, en chirurgie, que ce soit une chirurgie aortique ou une chirurgie des membres inférieurs, on a un risque d'événements cardiovasculaires majeurs, que ce soit une mortalité cardiovasculaire, que ce soit un infarctus du myocarde qui est très élevé. Vous voyez ici, ces patients-là, ils ont plus de 5% à 30 jours de mourir d'un problème cardiovasculaire ou de faire un infarctus du myocarde. Donc, il faut vraiment screener ces patients-là, en particulier sur le plan de la coronaropathie. Alors, cette diapositive est importante. Ça, c'est pour les médecins généralistes de la salle. Toute chirurgie, quelle qu'elle soit, on n'est plus dans le vasculaire, est classifiée en faible risque, risque intermédiaire ou risque élevé. Et là, je vous ai mis dans les cadres rouges ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le vasculaire. Eh bien, vous voyez que la revascularisation pour avoir endovasculaire, l'angioplastie, c'est un risque intermédiaire, donc ce n'est pas si anodin que ça, on n'est pas sur la cataracte. Et le sujet qui est une chirurgie ouverte, la chirurgie classique, on est ici sur un haut risque. La chirurgie classique, la thrombectomie, l'amputation, etc. Donc, c'est des sujets à haut risque, donc qui doivent être référés pour le bilan cardiovasculaire. Donc ça, un message important. Donc si on regarde, je jongle entre les deux recommandations, si on regarde un petit peu les sujets qui doivent bénéficier d'une chirurgie à faible risque ou à risque intermédiaire, donc ici l'angioplastie, eh bien, il doit être envoyé par l'anesthésiste au cardiologue. Alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué quand on voit les patients en médecine libérale, et c'est aussi intéressant de voir ce qui se passe en médecine libérale. J'avoue que j'ai appris aussi beaucoup de choses sur la gestion des patients. C'est qu'on n'a pas toujours le courrier du médecin généraliste, rarement parce que le médecin généraliste fait très souvent les courriers. On n'a pas souvent le courrier de l'anesthésiste. Quand on l'a, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Et puis le chirurgien ne nous fait pas toujours le courrier. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des courriers un petit peu plus complet peut-être. Alors si on regarde un petit peu pour la stratification du risque, là aussi j'ai sélectionné volontairement les choses, eh bien on doit, avant une intervention chez un sujet qui doit avoir une revascularisation ou une chirurgie, stratifier le risque à partir d'indices cliniques. Donc ça c'est une autre diapositive que je vais vous montrer après, qui est importante. Petit mot sur les biomarqueurs, ça peut être intéressant en périopératoire chez des patients particulièrement à haut risque, surtout le coronarien, mais ça, c'est pas dans la routine de la gestion. Et puis vous voyez en rouge ici, vous avez l'habitude de ce type de classification. En routine, pas de biomarqueurs, pas faire de BNP, pas faire de troponine avant une chirurgie artérielle ou une revascularisation pour avoir endovasculaire. Voilà, donc cette diapositive elle est importante, ce sont les 5 facteurs de risque cliniques, alors entre guillemets cliniques, vous allez voir pourquoi entre guillemets, les 5 facteurs de risque cliniques qui permettent de dire que notre patient il est quand même à particulièrement haut risque, il est à très haut risque vasculaire. Il y a le coronarien, que ce soit l'angineux, que ce soit le sujet qui a déjà fait un infarctus, qu'il soit revascularisé ou pas. C'est l'insuffisant cardiaque, deuxième type de patient. C'est le cérébrovasculaire, AIT ou AVC, donc vous voyez là on a les 3 grandes pathologies. Les néphropathies, la dysfonction rénale avec une créatinine à plus de 170. Donc vous voyez dans ces recommandations, vous avez tout de suite vu que c'était un petit peu étonnant, puisque vous avez une créate à plus de 160 ou une clairance inférieure à 60. Donc là il y a une grande différence parce que le sujet qui a moins de 60, qui a 59, il n'a sûrement pas 169 de créate. Donc là, il y a une petite erreur dans les recommandations, indiscutablement. Et puis, il y a le sujet diabétique. On sait que le sujet diabétique, il est à très haut risque, en particulier celui qui nécessite l'insulinothérapie. Donc ça, vous voyez, c'est les 5 types de patients à très haut risque. Qu'en est-il de l'ECG de l'échographie cardiaque? L'ECG, on en a parlé un petit peu jeudi pour l'ECG du sportif. Eh bien, c'est pareil, il peut être réalisé par le médecin généraliste s'il a le matériel, s'il se sent l'interpréter ou s'il a des correspondants à qui il faxe les ECG. Eh bien, que disent les recommandations? C'est un sujet qui doit avoir une chirurgie intermédiaire ou à risque élevé, donc typiquement tout ce qui est vasculaire. Eh bien, il faut faire un électrocardiogramme. Vous allez me dire, c'est évident, mais il faut quand même vérifier. Deuxièmement, chez les sujets qui ont une chirurgie à plus faible risque, on peut se poser la question, quoi qu'il en soit,
tout sujet vasculaire doit avoir un électrocardiogramme, ça c'est certain. Deuxièmement, l'échocardiographie. Qu'en est-il dans l'échocardiographie? Eh bien, l'échographie cardiaque de repos, je ne parle pas de recherche d'ischémie myocardique, de repos, doit être considérée chez les sujets à haut risque. Donc, c'est essentiellement la chirurgie. Très souvent dans les dossiers, on a quand même les patients vasculaires qu'en échodoppler cardiaque. Et la routine, eh ben, dans les faibles risques ou risques intermédiaires, non, pas d'échographie cardiaque. Donc, les recommandations, c'est essentiellement chez les sujets à haut risque. La recherche d'ischémie myocardique, que ce soit par le test à l'effort classique sur tapis ou sur bicyclette, que ce soit l'échographie cardiaque de stress, que ce soit à l'effort, que ce soit sous dobutamine, la scintigraphie myocardique, qui ne se fait que dans les centres de médecine nucléaire, donc il n'y en a pas partout, eh bien, elle est intéressante pour certains types de patients, et en particulier, vous voyez, la recherche d'une ischémie myocardique doit être réalisée chez les sujets à haut risque cardiovasculaire, surtout s'ils ont une faible capacité d'adaptation à l'effort. Et chez les sujets qui ont un risque intermédiaire, donc qui vont avoir peut-être une angioplastie coronaire, ben là aussi, en fonction des facteurs de risque, s'ils en ont beaucoup, cliniques, s'ils ont une faible capacité, là aussi, c'est intéressant de rechercher. En pratique, un sujet qui a une AOMI doit avoir une recherche d'ischémie myocardique. Le type d'examen dépend du type de chirurgie, du type de patient. Si le sujet est claudiquant, ça va être difficile au moment de la claudication de faire un test classique à l'effort, donc on peut utiliser d'autres tests si cela est nécessaire. Je vois qu'il faut que j'accélère. Là, je ne vais absolument pas en parler, je vous dis juste que dans ces recommandations, il est dit qui doit bénéficier d'une coronarographie avant le geste de revascularisation. Il est dit également à quel moment on fait cette revascularisation des membres inférieurs chez un sujet qui a déjà eu une revascularisation myocardique. Est-ce qu'on peut attendre un peu selon le type de traitement? On a également le type de patient chez qui on doit discuter de la revascularisation coronaire avant le geste de revascularisation périphérique. Sur l'hypertension artérielle, si on découvre l'hypertension artérielle juste avant la prise en charge de l'AOMI, eh bien, il faut prendre en charge cette hypertension artérielle de façon classique, en particulier rechercher les lésions des organes cibles. Et puis, ça c'est bien noté, si l'HTA ne dépasse pas les 18-11, ça ne doit pas repousser le geste de revascularisation. Il y a également des recommandations sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent, entre autres, que ces patients aient une échographie cardiaque avant la revascularisation des membres inférieurs, que le traitement doit être optimisé. Arrêt des IECRA2 classiquement avant la chirurgie, c'est l'anesthésiste qui aime bien ça. Par contre, gardez les bêta-bloquants. Et puis sur la valvulopathie, je ne vais surtout pas détailler, mais vous voyez, c'est très détaillé, que ce soit une sténose aortique, une sténose mitrale sévère, qu'on voit beaucoup moins en métropole, le RM, d'ailleurs il n'est pas au programme de l'internat, vous vous souvenez, les insuffisances mitrales sévères, donc il y a une prise en charge qui est bien codifiée, bien sûr tous ces patients-là doivent bénéficier d'une échographie cardiaque. Et puis je ne peux pas faire une communication sans parler des apnées du sommeil, donc les stades de Leriche et Fontaine ont été rappelés. Eh bien il y a une relation, vous voyez dans cette étude-là qui est sortie cette année, il y a une relation entre les stades de Leriche et Fontaine et la présence d'un SAS. Les sujets ayant la classification de Leriche la plus péjorative sont les sujets qui ont le plus souvent un SAS et qui ont le SAS le plus sévère. Donc là aussi, SAS important pour rechercher une atteinte chez les sujets vasculaires. Donc les messages à emporter à la maison ou dans la chambre tout à l'heure. Le patient claudiquant est, dans la très grande majorité des cas, un patient athéromateux. Donc il faut évaluer les facteurs de risque et rechercher des lésions dans d'autres territoires. Intérêt plus de l'interrogatoire et de l'examen clinique comme en médecine en général. Évaluer le terrain avec les 5 paramètres que je vous ai cités. Intérêt de l'ECG indispensable. Les 2 types de revascularisation, angioplastie et chirurgie avec des risques différents. L'échodoppler selon le type et selon le terrain. Recherche d'une ischémie myocardique silencieuse systématiquement si le sujet est à haut risque cardiovasculaire.
Discuter dans certains cas la revascularisation coronaire avant chirurgie. Par contre, peu d'intérêt des biomarqueurs, donc ne le faisons pas, sauf dans l'insuffisance cardiaque, avant revascularisation des membres inférieurs. Merci. Merci. On a le temps pour une ou deux questions. Vous pouvez faire remonter des questions via l'application. Là. Oui, Nino. Merci Jean-Philippe pour ta présentation qui est très très claire à propos de TIC. Moi j'ai une question en tant que chirurgien. C'est vrai que les patients qui doivent bénéficier ou subir une chirurgie aortique majeure doivent effectivement bénéficier d'un bilan cardiaque. Il y a les patients qui sont tritronculaires, qui posent problème, qui sont parfois pas dépistés ni par l'écho de stress ni par la scintigraphie. Et ces patients, on sait que ce sont ceux qui font des complications soit péropératoires, soit post-opératoire, qui peut parfois être fatal. Comment on peut essayer de screener ces patients? Est-ce que la sévérité de l'artériopathie aortique ou des membres inférieurs doit nous pousser à faire une coronarographie chez ces patients, ou il y a d'autres moyens qui doivent nous permettent de les dépister? Non, il n'est pas recommandé de faire une coronarographie chez un sujet asymptomatique, bien sûr. S'il est symptomatique, ça nous aide. C'est un sujet qui n'a pas de dysfonction VG, qui n'a pas de trouble du rythme ventriculaire grave, qui n'a pas d'insuffisance cardiaque pour lequel on se pose la question du myocardiopathie ischémique. C'est pas parce que tu as une sténose hyper serrée plutôt que très serrée, c'est pas parce qu'elle est localisée plutôt en aorto biliaque qu'au niveau fémoropoplité que tu dois être plus invasif dans la recherche d'une ischémie myocardique. Donc ce qu'il faut aussi, la rechercher. Le test à l'effort chez ces patients qui ont une chirurgie aortique majeure, sur le principe du test à l'effort, c'est pas assez performant, donc il faut faire soit une scintigraphie myocardique, soit une échographie de stress. Donc il faut aussi que le cardiologue qui la fasse réponde vraiment aux questions et ne donne pas un compte-rendu un petit peu rapide. Là aussi, c'est comme la recherche de sténose carotidienne au moment du diagnostic d'AOMI, ça prend du temps, donc il faut faire attention. Je voudrais faire une remarque en tant que radiologue. Dans les recommandations que vous avez présentées... Mais les radiologues sont indispensables. Hein. Non, j'adore. Qui ont été parues dans les recommandations qui ont été publiées donc récemment par la Société européenne de cardiologie. Quand on a un patient qui a une douleur atypique ou en fait à fort risque, notamment le diabétique avec des risques, il y a un examen qui est aussi intéressant. Il y a le scoring calcing, il y a aussi le coroscanner qui, dans ces cas, pour les patients tritronculaires, le seul intérêt du coroscanner, c'est la valeur prédictive négative. Donc vraiment, que chez ces patients, si vous voulez être sûr qu'il n'y a pas de pathologie, c'est un examen qui peut être indiqué. La difficulté qu'on a, si on suit même ces recommandations, c'est qu'il est plus performant chez les patients qui ont un risque faible, donc une probabilité pré-test qui est compris entre 0 et 50%, ce qui est malheureusement rarement le cas de l'artériopathe, qui est un patient grave, qui est souvent déjà plus âgé, de sexe masculin, et qui le classe dans les patients qui doivent bénéficier d'une épreuve ischémiante d'effort ou alors d'une épreuve fonctionnelle. Il n'y a pas que la scintigraphie, il y a aussi l'IRM de stress qui permet aussi de dépister ces patients. Vous avez tout à fait raison. Le caractère complexe, c'est ça, c'est que théoriquement, la gravité fait qu'on commence toujours pas par le scanner. Tout à fait, mais c'est vrai que le coroscanner, donc qui est l'injection des artères coronaires, c'est pas le score calcique, hein, on fait un scanner des artères coronaires. Chez ces patients-là est rarement normal, il y a plein de calcifications. Donc comme vous le rappelez, l'intérêt du coroscanner, c'est un peu comme les dédimères, on n'y croit pas trop, c'est on veut éliminer chez quelqu'un qui a un faible risque. Or là, c'est un risque important. Donc à mon sens, le coroscanner, ce n'est pas un examen qu'on doit réaliser chez ce type de patient-là, c'est une recherche d'ischémie myocardique. On va prendre une dernière question et après on passera à la suite des communications. Bonjour. Après, je serai désolé, je serai obligé de vous quitter parce qu'il y a un symposium que j'anime juste après, donc je vais partir un peu avant. C'est pour ça qu'on te séquestre. Je suis diabétologue. Je suis un peu surprise du terrain que vous avez noté, diabète sous insuline. Moi, ça me dérange un peu parce que diabète sous insuline, on va dire diabète type 1. Diabète type 1, pour faire une artérite, ça prend du temps. C'est surtout des diabétiques type 2 qui ont un risque avec une artérite. Et ce diabète type 2 est à La Réunion est mis sous insuline très tardivement. Donc si on va attendre qu'il soit sous insuline, les artères sont bien bouchées.
Donc peut-être qu'il faut un peu... Alors, vous c'est un voyez diabète déjà de sur la type fonction 2, rénale, et il y c'est avait la durée déjà des des diabètes biais. qui compte. Donc, C'est la Société européenne de cardiologie. Je ne suis pas certain qu'ils soient allés voir à La Réunion ce qui se passait c'est exactement. pas la Réunion, même en métropole, hein, c'est diabète type 2, Non, avec mais durée de délai Vous de diabète. parlez de La Réunion. Juste pour vous dire qu'il y a le diabétique de type 1, mais c'est aussi le diabétique de type 2 sous insuline, ce qui veut dire que les ADO seuls en première ligne n'ont pas suffi. Donc ça veut dire que c'est un diabète suffisamment évolué, important. Comment ? Oui, tout à fait. Mais disons que c'est sorti comme ça. Mais on sait que le diabétique évolué tardif qui est déjà sous insuline. Non, Reuben, c'est non. Voilà. Ok, merci. Mais tout à fait. Il faut qu'on C'est pas avance sur parfait. Philippe, s'il te plaît.